Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à tous. Donc cette vidéo, effectivement, pour faire le point sur un certain nombre d'éléments qui ont été communiqués via ma page Facebook en privé. Et là, pour effectivement utiliser le moyen oral qui permettra de préciser certaines choses qui me paraissent importantes. Alors, bien sûr, le sujet tourne autour du Zincoin, projet qui depuis le mois d'avril mobilise toute notre énergie. Alors, ce projet Zincoin, quelle est sa genèse en fait? Pourquoi existe-t-il? Pourquoi effectivement suscite-t-il un tel engouement? Quels sont les objectifs, les moyens et les ambitions qui sous-tendent ce projet? Alors, tout a commencé en fait au mois d'août 2017, suite à une rencontre. Une personne qui est venue me rencontrer en me parlant des crypto-monnaies en général et d'une invention révolutionnaire qui est la blockchain. N'ayant pas plus d'intérêt sur le sujet à l'époque et surtout aucune connaissance, j'évoluais dans le milieu du digital puisque gérant une agence de communication digitale au Maroc, ayant supervisé le développement de plus d'une trentaine d'applications mobiles. J'avais une culture, mais voilà, c'est beau dire, moi je viens du marketing, de la communication, je ne viens pas du développement. Donc il a fallu quelques mois, jusqu'au mois de novembre 2017, pour vraiment commencer à rentrer dans le vif du sujet et regarder tout ça de plus près. Et là, qu'est-ce que je découvre? Une révolution extraordinaire. La blockchain. La blockchain, c'est une révolution extraordinaire parce que très peu de gens sont capables de l'expliquer de manière très simple, parce que c'est vrai de prime abord, on est face à quelque chose de complexe. On est face à un système de traitement de l'information qui permet en fait de sécuriser totalement, d'automatiser une gestion d'informations et de manière totalement décentralisée. Alors décentralisée, ça veut dire que ça n'appartient à personne. En fait, concrètement, une fois la blockchain développée, elle n'appartient physiquement à personne. C'est-à-dire que vous pouvez prendre le développeur ou l'équipe de développeurs, en faire ce que vous voulez, ça ne changera rien. La blockchain créée, elle est là indéfiniment. Elle enregistre de l'information de manière inviolable et elle permet, grâce aux contrats intelligents, aux smart contracts, de sécuriser et d'automatiser des tâches et donc de supprimer ce qu'on appelle les intermédiaires de confiance. Et c'est comme ça que la crypto est née parallèlement à la blockchain. Puisque la crypto, c'est ni plus ni moins que l'ubérisation de la banque centrale, de la banque d'affaires et de la bourse. En faisant en sorte que ces intermédiaires de confiance n'ont plus de raison d'être à partir du moment où tout est automatisé sur un espace totalement sécurisé. Donc la crypto, c'est ça. En fait, dès le départ, c'est de tirer toutes les conséquences du fait qu'à partir du moment où la monnaie repose sur un seul axiome qui est la confiance, c'est-à-dire que dans le trend historique, la monnaie s'est vue déconnectée, la création monétaire s'est vue déconnectée de tout sous-jacent, c'est-à-dire que le billet que vous avez dans la poche n'a de valeur que par la confiance que vous lui attribuez. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc la valeur faciale d'un billet de 20 euros, ça vaut rien. Ça ne vaut 20 euros que parce que vous acceptez que ça vous donne droit à un pouvoir d'achat équivalent à 20 euros. Donc à partir du moment où la monnaie ne repose sur rien, uniquement sur la confiance, les fondateurs de la première monnaie, de la première crypto-monnaie, donc le Bitcoin, se sont dit, dans ce cas-là, on peut créer une monnaie entre nous et effectivement lui attribuant la même chose, c'est-à-dire cette fameuse confiance. Et c'est là que l'invention de la blockchain est intervenue. Alors, encore faut-il, c'est une chose d'acquérir l'expertise, la connaissance du pourquoi de la crypto, pourquoi la blockchain, c'est autre chose d'être en capacité de créer l'équipe à même d'acquérir les compétences pour développer une crypto et développer un smart contract sur la blockchain. Donc ça a été le défi qui a démarré au mois de novembre 2017. En l'occurrence, on a été facilité puisque l'ensemble des éléments ont été développés à partir d'avril 2018. Donc le Zincoin est né très concrètement en avril 2018 à travers effectivement le fait d'être généré depuis l'algorithme Ethereum et du smart contract qui a été développé. Donc encore une fois que vous développez ce smart contract, ce contrat intelligent, vous générez la monnaie, encore faut-il, et c'est certainement une des parties les plus difficiles, réfléchir à un écosystème, à une raison d'être de cette monnaie.
L'écosystème, c'est tout ce qui va faire la valeur utilitaire de cette monnaie qui va renforcer sa valeur spéculative. En l'occurrence, tout naturellement, de par mes idées propres et mon propre parcours et celles des gens qui me suivent et qui m'entourent, l'idée a été de créer une crypto de référence en Afrique. Donc de faire une crypto africaine au service du développement du continent africain qui évidemment nous tient à cœur. Et le Zincoin, sa valeur utilitaire a été créée pour cela, à savoir très concrètement abonder le capital d'amorçage, donc apporter le capital d'amorçage à des startups à fort potentiel de développement ayant leur siège en Afrique. Voilà, c'est ça la valeur utilitaire du Zincoin, le but du Zincoin, ainsi que de développer une blockchain africaine. Donc, tout naturellement, une fois la pièce générée, sa raison d'être développée, il a fallu en faire la promotion. Et donc, la promotion a commencé à travers un réseau restreint, depuis les pages Facebook de l'équipe, réserver une partie des pièces, en l'occurrence 1,5 million de pièces, à une vente privée, donc via nos réseaux privés, à la communauté, à la diaspora africaine en Occident, pour créer un réseau. C'est-à-dire créer un réseau, ça veut dire identifier les acheteurs qui vont acheter ces pièces dans l'optique de générer une plus-value et d'apporter le capital nécessaire au financement de l'opération, à savoir la vente mondiale du Zincoin, opération qui est appelée ICO, Initial Coin Offering. Et donc, cette vente privée a eu lieu. On a mis au départ l'idée c'était de mettre 500 000 pièces, puis au vu du succès, 1 million de pièces, puis finalement 1,5 million. Et à ce jour, au moment où je parle, il y a à peu près 1 350 000 pièces qui ont été vendues. Il en reste 150 000 à la vente et nous aurons clôturé et réussi cette étape de la vente privée. Et l'ICO, la date de l'ICO a été fixée le 25 janvier prochain, donc la vente mondiale. Nous allons vendre le potentiel de l'Afrique aux 4 coins du monde, sur les 5 continents, pour vendre 35 millions de pièces qui vont encore une fois abonder un fonds d'investissement qui va apporter du capital d'amorçage pour financer des projets à fort potentiel de développement et créer les emplois qualifiés qui sont réservés en priorité à la diaspora africaine et à dynamiser ce réseau mis en place. Donc, voilà ce qui sous-tend effectivement ce projet, voilà quels sont ses objectifs, ses valeurs. Donc vous me direz, jusqu'à là, il y a toutes les raisons de le soutenir. Sauf que, on a parallèlement bénéficié, à l'engouement qu'a suscité ce projet, il y a eu un noyau de détracteurs qui ont utilisé du temps, de l'énergie, donc de l'argent, à vouloir s'attaquer à ce projet et visant directement un des membres fondateurs, en l'occurrence ma personne. Donc, à travers ma personne, on a voulu dénigrer ce projet. Alors là, une parenthèse qui s'impose. Pourquoi ma personne? D'autant plus que sur tous les détracteurs et ceux qui les ont soutenus, il y a uniquement 2 personnes qui me connaissent dans la vraie vie. 2 personnes. En l'occurrence, un ex-courtier qui est venu en formation ici dans nos locaux à Marrakech et qui, suite à des déboires financiers, suite à des problèmes financiers qu'il a eu par ailleurs, a exigé le remboursement de son investissement. Sur quoi on a spontanément refusé, expliquant que les règles étaient claires. Quand vous achetez de la crypto, vous achetez du bitcoin demain et vous n'aurez jamais la possibilité de rétrocéder votre bitcoin et de vous faire rembourser. C'est normal, c'est logique. Alors, à partir de là, il a prétexté le fait que, en fait, on faisait une publicité mensongère puisqu'on avait annoncé l'ICO le 25 juin dernier et que d'après lui, on aurait reporté la date au mois de septembre puis au mois d'octobre et que de l'ICO n'ayant pas lieu en temps et en heure, il était en droit de demander son remboursement. Sauf que c'est d'une mauvaise foi terrible parce que la seule date qui avait été annoncée, effectivement, c'était le 25 juin et elle avait été très vite démentie en expliquant qu'on n'était pas prêt à mener une ICO en plein cœur de l'été, qu'il nous manquait des éléments avant d'attaquer la campagne mondiale et qu'en l'occurrence, la prochaine date qu'on communiquerait serait définitive. Et il n'y a pas eu d'autre date communiquée ensuite, à part le 25 janvier. Sauf que lui, ayant un rapport privilégié avec nous, il avait le droit à une information de première main. Donc on l'informait régulièrement des éventualités, pourquoi pas de lancer une ICO au mois d'octobre, au mois de novembre. Mais encore une fois, et j'insiste, c'est important, pas de manière officielle, jamais annoncé officiellement sur le site, puisque la décision définitive n'avait pas été prise. Donc il s'est raccroché aux branches
pour nous trouver des poux et dire voilà, puisque vous avez annoncé des choses que vous n'avez pas tenues, je vais être remboursé. Voilà, c'est une mauvaise foi. Donc là, en l'occurrence, la réponse a été non. Son discours a été qu'il n'y aura jamais d'ICO. L'ICO aura lieu le 25 janvier. La campagne est lancée, comme tout le monde peut le vérifier. Donc là aussi, démenti formel de toutes ces allégations. Donc voilà pour la première personne qui me connaissait physiquement, donc qui m'a rencontré. Et la deuxième est une membre de ma famille qui, depuis 10 ans, a un contentieux avec moi. En l'occurrence, c'est un désaccord. Voilà, suite à un désaccord que nous avons eu. Elle a sa propre version, j'ai ma version. Et elle annonce depuis 10 ans mon arrestation imminente, disant que je suis en fuite au Maroc. Donc tout ça, j'ai pu prouver que c'est totalement faux. Totalement faux. Je rappelle que je suis présent sur Facebook depuis 2012 avec mon nom, mon prénom, mon adresse, que j'ai fait les vidéos en live depuis la France pour prouver que j'étais en fuite de rien du tout. Mais bon, bref, malgré tous les éléments factuels, cette personne malheureusement continue. Et là, je pense qu'on n'est plus du ressort d'une personne qui est intellectuellement, enfin qui a toute sa tête. Et on peut que lui souhaiter une prompte guérison. Mais la problématique, encore une fois, c'est pas trop ces deux personnes qui ont une dent contre moi, parce que finalement, on ne peut pas plaire à tout le monde. C'est tous les gens qui ne m'ont jamais rencontré, qui n'ont jamais eu de discussion avec moi, qui suivent ces allégations et vont leur donner du crédit. Ça, c'est quand même assez extraordinaire. Alors, la raison pour laquelle on peut expliquer ça, c'est mon discours sur Facebook qui, paraît-il, serait insultant. Alors, un petit laïus par rapport à ça. J'utilisais une terminologie qui est effectivement esclave. Mais esclave, ce n'est pas une insulte. C'est simplement dire qu'aujourd'hui, les Africains vivant en Occident, en France en particulier, l'explication plausible qui fait que ces gens s'accrochent à une terre d'humiliation, où ils sont citoyens de seconde zone depuis 150 ans malgré tous les sacrifices, c'est de l'esclavage mental. C'est qu'en fait, ils sont pris dans une espèce de zone de confort, pris par leur peur de manquer, leur attache, leur repère, sont dans l'impossibilité de s'extirper et d'aller vers mieux. En l'occurrence, de participer pleinement au développement de la terre de leurs ancêtres, où les potentialités sont énormes, et ils sont dans l'incapacité de le voir parce qu'ils sont enchaînés mentalement. En cela, ce sont des esclaves. J'ai jamais utilisé le mot collabo, alors que pour certains, ce mot ce serait plus approprié de dire que je participe par mon argent, par mon travail, par mon énergie, activement à des puissances impérialistes qui spolient l'Afrique. Moi, j'ai jamais utilisé le mot collabo, parce que je pense que ce ne sont pas les collabos actifs, ce sont plutôt les esclaves enchaînés. Donc, esclave, c'est porteur d'espoir, parce qu'un esclave peut s'évader, peut s'échapper, peut s'affranchir. Celui qui quitte la terre d'humiliation pour venir s'installer sur la terre de ses ancêtres, participer au développement, est un affranchi. Vous voyez qu'il s'est affranchi de ses chaînes. Et j'avais utilisé la terminologie d'infiltré pour désigner celui qui est toujours en terre d'humiliation, mais qui, conscient de la situation, ne peut s'extirper pour des raisons familiales, ou parce qu'il a un savoir particulier à acquérir, ou parce qu'il a des soins à suivre qui fait que, au jour d'aujourd'hui, qui font que, il n'a pas la possibilité de s'exiler. Mais qu'il est complètement conscient de la situation et qu'il attend que son heure pour le faire. Et c'est en cela que j'utilisais le terme d'infiltré. Donc, où est-ce qu'il y a des insultes dans ce discours? Il n'y a jamais eu d'insulte de ma part, à part l'utilisation de cette terminologie qui, effectivement, renverse une vision qui est celle de dire que le descendant du colonisé se projette sur une échelle racialiste qui sous-tend l'inconscient collectif occidental, qui fait que tout en haut, il y a une projection du blanc tout en haut, du noir tout en bas, et au milieu, l'arabe, le berbère, le juif, peu importe. Et finalement, se dire que si je vis en terre d'humiliation, ok, je suis citoyen de seconde zone, mais je suis proche du blanc. Voilà. Alors que retourner sur la terre de ses ancêtres, c'est une régression. Je m'éloigne du blanc. Mais tout ça est une vue de l'esprit. C'est une vue d'esprit qui émane de l'état d'esprit esclavage de l'esclave. C'est en rien une réalité. La preuve, un Français de souche qui vit en Afrique ne vit pas ça comme une régression, il vit ça comme une capacité à s'épanouir et à ouvrir de nouveaux horizons. Donc dire que je vis en terre d'humiliation, je suis en chop and digs, même si c'est pour brosser les crampons, si je pars au Maghreb, je descends en division d'honneur, c'est une vue de l'esprit. C'est certainement pas une réalité factuelle. En cela, l'esclave est conditionné.
Voilà, donc encore une fois, il n'y a pas d'insulte. Ça peut être discuté, ça peut être débattu, mais il n'y a jamais eu d'insulte dans mon discours. Voilà, alors, des gens l'ont très mal pris et donc sont venus, ont mal compris ce discours et sont venus m'attaquer. Et après, il y a une vision derrière, effectivement, tout cela, qui est le grand crash. Je parle souvent de crash final, c'est-à-dire d'effondrement définitif de l'Occident, de l'Europe et des États-Unis. Et ça aussi, alors, j'en parle depuis 2012, en précisant une date, novembre 2019, juin 2020. Je ne vais pas développer pourquoi ici, je l'ai fait par écrit, ce sera l'objet d'une deuxième vidéo. Mais en tout cas, j'annonce cette date. Et je ne suis pas voyant, c'est sur la base d'éléments que je développe. Et les gens, donc en 2012, alors ça a été la raillerie, puisque toute idée innovante est d'abord moquée, puis ensuite, elle paraît dangereuse, et enfin, au final, elle devient évidente. Donc au début, on me traitait de clown, maintenant de gourou sectaire, je serai à la tête d'une secte, donc les idées sont dangereuses, et demain, bien sûr, quand le crash final sera là, on dira, bah oui, les prémices étaient évidentes, voilà, il suffisait de regarder la situation, ce que j'annonçais depuis 7 ans deviendra pure évidence. Donc il suffit d'ouvrir les yeux, les prémices sont là, les prémices de l'effondrement de l'Europe, basé sur un niveau d'endettement stratosphérique et les États-Unis, paraît pour beaucoup de monde comme quelque chose d'inéluctable. Voilà, c'est ce que je dis. Et donc, à partir de là, la situation des musulmans en Occident va être extrêmement difficile puisqu'ils vont servir de faire-valoir, de bouc émissaire, tels qu'ont servi à d'autres époques les protestants, les juifs, enfin les membres de minorités. Et donc, l'islamophobie structurelle qui est propre au discours de la République française aujourd'hui, donc une islamophobie d'État, vise à utiliser les musulmans demain comme diversion. Voilà, comme faire en sorte que le peuple ne puisse pas s'unir contre l'élite. Donc l'élite utilisant une minorité et le but c'est de projeter un épouvantail, d'agiter un épouvantail pour dire voilà, faire diversion et regarder ces musulmans qui sont proches de vous, qui peuvent se radicaliser en 2 temps 3 mouvements et égorger vos fils et vos compagnes. Donc voilà, c'est le discours qui est porté par les médias, par le système. Donc les musulmans sont là en attente d'être raflés et parqués. C'est ce que je dis. Donc à partir de là, je dis extirpez-vous, partez tant qu'il est encore temps pour vous sauver vous-même et vos familles. Les juifs en 1938, alors que les lois antisémites étaient promulguées, restaient à Berlin en disant « rien ne me touchera, je suis allemand ». Ou alors l'exemple du massacre de Srebrenica en 1995, où 8000 musulmans, soi-disant protégés par les forces de l'ONU, ont été passés par les armes, par les forces serbes, au vu et au su de tous. Donc ne me dites pas qu'il n'y a pas de précédent en termes de massacre de musulmans au cœur de l'Europe. Et encore une fois, musulmans est un prétexte. Ils ont utilisé les gitans, les juifs, les protestants. Quand on analyse et on étudie l'histoire de l'Europe, c'est une longue litanie de massacres et de pogroms dont les minorités sont toujours les premières victimes. Or, la minorité aujourd'hui dite à problème, tout le monde, unanimement, ne pourra reconnaître qu'on parle bien des musulmans. Donc, en tant que musulmans, restez au cœur de l'œil du cyclone, de la tempête à venir. Il faut être totalement inconscient, ou alors enchaîner. Voilà. En cela, je parle d'esclavage mental. Dernière chose pour terminer, dans le cadre effectivement des arguments développés par mes contradicteurs, on parle d'escroc, donc une pure diffamation, escroc. Donc je serais un escroc de longue date, qui n'en serait pas à ses premières, à ses premières escroqueries. Mais vous n'êtes jamais demandé qu'un escroc qui met son nom, son prénom, son adresse sur Facebook, devrait avoir des dizaines de témoignages factuels de gens qui viendraient avec leur nom, prénom, disant « moi, telle année, il m'a volé tant ». Il n'y a personne, il n'y a rien, il n'y a que dalle. C'est un no man's land, un vide. Personne ne se manifeste. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a personne. Voilà, c'est aussi simple que ça. Que la seule vérité qui a été dite à mon encontre, c'est mon interdiction de gérer dans l'espace Schengen qui a été décidée à mon encontre il y a début des années 2010, 2011, de 15 ans. Voilà, ça c'est vrai. Et à partir de là, ça m'a permis de couper tout lien économique avec la France, ce que je ne regrette pas, évidemment, voilà, pour me recentrer sur le marché marocain. Donc c'est la seule chose qui est réelle. Après, sur le plan personnel, je suis un humain.
J'ai certainement commis des fautes, voilà, mais qui sont certainement, en fait, qui n'ont pas eu de conséquences sur autrui. Donc, que ces personnes me présentent comme l'escroc qui multiplie les victimes alors qu'il n'y a jamais de victimes, il n'y en a pas justement. C'est ça qui est extraordinaire. Le Zincoin, il a bien été généré, tout le monde peut le vérifier, le smart contract également. Les projets qui sont financés comme Hayet, qui est une application dédiée au secteur de la santé, a été déployé, est opérationnel auprès du SAMU de Casablanca. Donc l'ICO va bien avoir lieu. Donc on voit bien que ces gens sont animés par une haine profonde. Et cette haine, c'est d'abord contre eux-mêmes. En fait, ces gens-là ne veulent pas de la réussite de la communauté ou de l'Afrique en général. Ils ne veulent pas en entendre parler. Ils sont amoureux du blanc. Ils aiment le blanc plus que le blanc ne s'aime lui-même. C'est de ça qu'on parle. C'est de l'explication concrète de pourquoi nous ne sommes pas une communauté épanouie, à même de prendre son destin en main. Pourquoi après 150 ans de présence, on vit autant encore d'humiliation? Eh bien, qu'il y a des raisons. Et c'est dû en grande partie à ces capots, c'est-à-dire à ce virus inoculé, qui fait que à chaque fois qu'il y a un projet émancipateur, ces virus vont s'activer pour faire en sorte de détruire. C'est leur fonction première. Ils sont là pour dénigrer. Regardez comme il y a les profils sur les réseaux, même dans la vie de tous les jours, de gens qui sont là systématiquement pour tenter de démonter tout ce qui ferait avancer de façon favorable et dans le bon sens la communauté musulmane d'Europe. C'est voilà, c'est ce que j'appelle, moi, le complexe de l'esclave. Et quand on en a conscience, on peut démonter, déconstruire ce discours et se prémunir. Mais c'est une réalité. Vous avez vu que le blanc, quand je parle du blanc dans ma dialectique, c'est pas une couleur de peau, je suis moi-même blanc, mais c'est une couleur sociale. C'est-à-dire que, pour dire trivialement, le Gaulois, l'homme blanc qui a le pouvoir, qui fait partie de l'élite bourgeoise de cette république racialiste, impérialiste, qui, en l'occurrence, a un traitement vis-à-vis des minorités qui est un traitement inégalitaire, à travers un racisme structurel. Mais le blanc n'a même pas besoin de lever le petit doigt, il n'a pas besoin de bouger, puisque les structures de domination perdurent, et c'est encore une fois ces capots, ces virus, ces esclaves qui s'activent et qui vont casser leurs propres frères et chercher à leur nuire. C'est à ça qu'on assiste. C'est en cela que je dis que notre projet, le Zincoin, fait le tri entre ceux qui ont la bonne intention et qui cherchent réellement et sincèrement l'émancipation et les autres qui se reconnaissent dans leur statut d'infériorité, qui leur va très bien. Ils veulent qu'une seule chose, c'est que l'Europe aille bien, quitte à continuer à spolier l'Afrique. Pour eux, ça leur va. Le statu quo, c'est formidable. Que les Africains crèvent, c'est pas leur problème. Ils sont en l'occurrence dans une logique de fermer la porte, que le dernier ferme la porte au suivant. Et tout ça, c'est les mêmes que vous trouvez crachés sur les sans-papiers, sur les migrants, être proche des thèses du Front National, en tout cas se déclarer musulmans patriotes. Et on va plus loin, l'islam de France en général, cet islam bisounours qui est là pour dire finalement la République c'est fantastique, c'est merveilleux. Vous inquiétez pas, nous sommes des zouaves, nous sommes à votre service. C'est de cela qu'on parle. Ils nous attaqueront toujours. Nous ne partageons pas ni les mêmes valeurs, ni les mêmes objectifs. Voilà. Donc que ceux qui se reconnaissent dans nos discours nous rejoignent. Nous ne sommes qu'au début, qu'une grande aventure. Le crash, novembre 2019, juillet 2020. La Walem. Qui vivra verra. Salam alaikum. Paix à tous.